Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Peugeot 308 en version 100% électrique. On a déjà essayé des hybrides rechargeables, enfin non, pas d'hybrides, hybrides rechargeables seulement, la nouvelle motorisation quand elle était sortie, et là, la version 100% électrique, enfin. À partir de 31 000 € pour les premières versions, à partir de 43 900 € pour cette version électrique en version Allure, et pour une version GT, on sera aux alentours des 46 000 €, ce qui est moins cher qu'une PHEV de 225 chevaux par exemple. Là, c'est une voiture 100% électrique, moins puissante par contre. Cette 308 électrique, elle existe qu'avec une seule motorisation et une seule batterie. Nouvelle motorisation 156 chevaux, qu'on retrouve dans le groupe Stellantis, qui est un nouveau moteur qui a été revu, qui fait moins de bruit, qui consomme un petit peu moins, et un nouveau pack de batterie, 54 kWh, toujours une batterie 400 volts, et qui nous donne une autonomie accrue comparée à ce qu'il y avait avant. Ils annoncent 410 km en mix jusqu'à 530 km en cycle urbain sur le WLTP. On va bien sûr faire un test de consommation. Je vais pouvoir rouler, on va faire tout type de route comme d'habitude, la nationale, l'autoroute, la ville, les petites routes sinueuses, du sportif, voir dans toutes les conditions ce que ça donne. Il fait frais, ce matin il faisait 5 degrés, j'ai dû remettre le manteau. Mais ça n'empêche pas qu'on approche bientôt de Noël et vous n'êtes pas tous abonnés sur la chaîne. J'aimerais bien qu'on arrive à 100 000 personnes d'abonnés sur la chaîne avant Noël. J'en suis sûr qu'on peut le faire. Beaucoup d'entre vous, 90% ne sont pas abonnés. Si vous pouvez le faire, ça m'aide énormément et ça vous permettra de suivre toutes les nouveautés automobiles puisque je fais ça, mais plein de lancements et c'est souvent en première mondiale sur la chaîne. Pour en revenir à cette 308 électrique, 156 chevaux, 270 Nm de couple, tout ça transmis aux deux roues avant, c'est une version traction, un 0 à 100 en 10 secondes 5, on le fera également pour voir ce que ça donne. Une recharge en 11 kW en combo, on montera jusqu'à 100 kW. Au niveau du 20 à 80%, Peugeot triche un petit peu, souvent c'est 10-80, là ils font 20-80, 30 minutes pour la recharge en charge rapide, en DC, soit la prise combo, soit 3h10 pour le 11 kW, pour un 20-80%. C'est en gros la plage qu'on utilise la plupart du temps. La batterie, c'est une 54 kWh qui a été un petit peu revue, modifiée avec les métaux à l'intérieur qui sont un poil différents et qui donnent une meilleure efficience à ce pack avec ce nouveau moteur également. Au niveau de la dimension, ça reste les mêmes dimensions qu'une 308 de base, 4,37 m de long, 1,85 m de large, soit 2,06 m de bout en bout des rétroviseurs, 1,44 m de haut et un poids de 1684 kg à vide pour cette version et elle peut remorquer 80 kg. Donc on ne peut pas mettre de remorque, on peut juste mettre un porte-vélo, donc l'attache sur la boule, plus deux vélos dessus. Et 80 kg, voilà, c'est pas énorme, mais avec les vélos électriques de nos jours, ça pèse jusqu'à 35 kg en vélo électrique, donc ça fera deux vélos électriques plus le support. Elle est disponible en 7 couleurs, donc ce blanc, le bleu, le rouge, des gris, des noirs. Les jantes, ce sera du 18 pouces à chaque fois, en 215 de large. On a plusieurs choix de style de jantes, mais 18 pouces seulement. Alors il y a une chose que j'aime bien avec Peugeot, que quasiment aucune autre marque ne fait, c'est que vous preniez une version électrique, une hybride ou une thermique, la voiture a exactement le même look. Ce sera juste à l'arrière sur le badge, on verra la différence, mais sinon, eh bien, on ne peut pas savoir que cette version est une version électrique au premier coup d'œil, comme ça. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose, certains aiment bien que, par exemple Volkswagen, toute la gamme ID n'a rien à voir avec la gamme des voitures actuelles, et Peugeot, eux, ils ont fait ce choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour le fait que une voiture électrique ne se différencie pas esthétiquement d'une voiture thermique ou est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des gammes totalement séparées? Bon, je vous refais le tour, mais très rapidement sur l'avant, on reconnaît donc ce capot très simple avec cette partie ici jusqu'à creusée, le 308 avec les nouvelles écritures. Un petit peu plus bas, on retrouve une caméra à l'avant sur ce pack Allure avec le logo ici qui intègre les capteurs d'aide à la conduite pour le régulateur adaptatif. Pas de conduite de niveau 2 sur ce pack Allure, il faudra passer sur le pack GT. On a quand même les caméras pour le maintien dans les lignes. Cette grille avec des petits miroirs qui s'éloignent petit à petit et qui viennent se fondre jusqu'ici. Après, on a des feux LED, des feux 100% LED à l'avant comme à l'arrière. Pas de matriciel sur la version Allure, mais matriciel sur la version GT. C'est clair déjà plutôt bien. On a l'écran ici en une seule partie. Sur certaines versions, on peut voir que certaines 308 les ont en plusieurs parties. Ça, c'est vraiment les versions entrée de gamme.
Ensuite, quasiment tout est peint. On a toujours ces côtés ici en plastique là. On n'a pas de rideaux d'air qui viennent se ressortir dans les arches de roue ici. Ils ont joué quand même sur l'aérodynamique de ce côté-là. Et même la lame avant ici qui est peinte. Mais voilà, une 308 comme on pourrait en voir tous les jours, qu'elle soit électrique ou thermique. Sur le côté, donc on a dit 4,37 m de long. Toujours cette version, elle n'existe pas en 100% électrique en version break. Par contre, en hybride rechargeable, oui. Des jantes en 18 pouces, comme je vous disais, avec les nouveaux centres de roue Peugeot que j'aime beaucoup. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Bien sûr, le freinage régénératif lorsqu'on va pouvoir passer en mode B par exemple. Et à chaque fois qu'on freine, on recrée de l'énergie qui retourne se mettre dans la batterie. Et la batterie se situe sous le plancher de la voiture, bien entendu. Sur le côté, là, on a par exemple un entourage de fenêtres noires, plus de chrome ou autre, les rétros qui sont en noir également. Quelque chose d'assez basique, toujours les poignées type frigo. De ce côté-là, on a la trappe de recharge, donc comme je vous disais, 11 kW, 3h10 environ pour un 20 à 80%, 30 minutes pour recharger un 20 à 80% en charge rapide. On va dire, avec la charge rapide, il faudra compter 1 heure à peu près pour une charge complète, parce qu'au final, les 20% de la fin sont plus difficiles à charger. Les atomes, là, il faut bien les connecter, tout ça, là, les petits atomes ions, là. Et c'est sur la fin que ça prend plus de temps. C'est pour ça que beaucoup de marques nous parlent de charge de 10 à 80 ou de 20 à 80%. Puisque souvent, les 20 derniers pourcents mettent autant de temps que le 20 à 80%. On entend toujours également que c'est mieux pour préserver la durée de vie de la batterie de recharger jusqu'à 80% max. C'est la même chose pour nos téléphones. Les batteries lithium-ion, elles n'aiment pas être chargées à fond et elles n'aiment pas être déchargées au minimum. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on arrive à 0 sur ces batteries, il y a toujours une protection puisque sinon on peut faire des décharges profondes et ça, les batteries, elles n'aiment pas du tout. Sur l'arrière, on retrouve l'antenne type requin là-haut en noir. Ce que j'aime bien, c'est le contraste entre le blanc et le noir là, sur cette voiture. Le troisième feu stop en haut sur ce très long béquet qui tombe comme ça et qui vient s'intégrer très bien dans la vitre, qui n'est pas trop loin et qui ne fait pas une grosse différence. On dirait presque en fait un arrière de break, cette lunette arrière. L'essuie-glace bien pratique, les vitres arrière surteintées. Ensuite, on retrouve le long bandeau qui relie les feux arrière en noir ici pour élargir la voiture, et ça on connaît bien chez Peugeot depuis pas mal d'années, depuis qu'ils avaient restylé la 208. Et là, on a les feux arrière à LED qui sont à plat parce qu'on a une version à dur. Sur les versions GT, ils sont un petit peu inclinés, ce qui fait un petit peu la différence également entre l'avant et l'arrière selon les feux qu'on va avoir. Le logo Peugeot avec ce nouvel écusson ici, et de ce côté-là, on retrouve le E308 pour dire que c'est la version électrique. C'est la seule chose qui change sur cette voiture. Ensuite, tout est peint, c'est bien fini, même cette partie du bouclier arrière, et on a des sortes d'enjoliveurs d'échappement ici, mais qui sont juste là pour le style, parce que bien sûr, voiture électrique et des réflecteurs sur les côtés et des parties anti-brouillard. Dans le coffre, on ouvre ici juste sous le bandeau noir. Au niveau du coffre, on retrouve un volume de 412 litres, ce qui est plutôt spacieux. Vous connaissez, hop, 412 litres, le Nico rentre bien sûr sans problème. Juste ici, on a un petit rangement supplémentaire pour mettre ses câbles de recharge. Une petite LED de ce côté-là, pas de l'autre. On n'a pas de crochet, malheureusement, pour accrocher. C'est ça qui est juste un petit filet de ce côté-là. On a les sièges qui se rabattent en 2 tiers, 1 tiers avec une trappe à ski et 2 fixations tap taser. Alors, au niveau des places arrière, on ouvre cette porte. On a une entrée plutôt facilitée, l'angle s'ouvre bien et je me faufile à l'intérieur. Alors, je vais relever ça parce qu'il est vraiment en plein milieu du dos. Moi, je fais 1,80 m. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Moi, j'aime bien conduire assez bas. J'ai de la place pour les genoux, pour les pieds. Je ne peux pas aller trop loin puisque j'ai quelque chose du châssis qui bloque mes pieds. Je ne peux pas vraiment les mettre en dessous du siège. La portière, alors, on a des plastiques durs mais qui sont bien travaillés avec du relief. Je trouve ça plutôt joli. On n'a pas d'éclairage d'intérieur dans cette version allure, c'est seulement sur le pack GT. On a un éclairage d'ambiance. Ensuite, on a des petits accoutoirs en simili. La fenêtre avec sa petite touche et des bacs de rangement qui sont plus trop grands. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rentrer une bouteille d'1,5 litre, mais on peut rentrer pas mal de choses par contre. Au niveau de la tête, j'ai pas mal d'espace, même en mettant vraiment très droit. Les genoux, ça va. L'assise est plutôt ferme. Après, on a cette partie ici qui vient nous appuyer au niveau du bas des fesses. Mais lorsqu'on se met bien droit, on est plutôt bien calé. Au niveau du maintien latéral, c'est bien puisque ça remonte un petit peu également. On a une belle sellerie ici avec les petites surpiqûres en bleu et en gris. C'est plutôt joli. Et le fait que ce soit du tissu au milieu, ça fait qu'on a une bonne accroche tant au niveau de l'assise que du dossier. Alors là, j'ai le manteau qui glisse un petit peu. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on a des grandes fenêtres. J'ai une belle visibilité sur l'avant.
Les sièges sont un peu écartés, les appuis-têtes pas trop larges. Et c'est pas mal. Ici, on a la ventilation. Donc, je peux régler juste le débit de ventilation gauche et droite. 2 ports USB-C et un petit vide-poche juste en bas. On a un tunnel central puisque c'est le même châssis au final que les autres 308, sauf qu'on a le pack de batterie juste en dessous. Un accoudoir ici, toujours sans languette. À chaque fois, je me tue les doigts à aller le chercher. Peut-être que Peugeot un jour m'écoutera et mettra la petite languette, c'est bien pratique. Double porte-gobelet ici et la trappe à ski. Je peux ouvrir pour avoir un accès directement dans le coffre. Hop, hop, la place du milieu. Donc, il faut enjamber ce petit tunnel. Je tombe sur une sellerie ici qui est différente, alors qui est plutôt molle, franchement. Je viens, dès que je m'assois, je vais tout au fond. Par contre, là pour moi, là, ça c'est monté entre deux ceintures qui sont un peu serrées. Et j'avoue que je sens un petit peu les boucles. Alors peut-être parce que c'est tout neuf également. Ça se fera peut-être un petit peu avec le temps. Le dossier est très dur et je suis vraiment droit. Au niveau des pieds, il faut que j'écarte énormément les pieds. Et le problème, c'est qu'il y a les rails qui sont mis ici. Donc, ça veut dire que je ne peux même pas me coller au tunnel central. Je suis obligé de tourner mes pieds vers l'extérieur, donc vers les pieds des passagers. Puisque je ne peux pas mettre mes pieds comme ça sur les rails. Parce que, par exemple, le siège est reculé, ça ne passe pas. Donc, je vais empiéter un petit peu sur le côté. Donc, ce sera un bon 4 places. En 5 places, il ne faudra pas mettre quelqu'un de trop grand ici. Ou sinon, il faudra qu'il ait des petits pieds. Au niveau de la tête, j'ai de l'espace. Au niveau des genoux, le siège qui est réglé pour moi, j'ai encore pas mal d'espace. Celui-ci, tout juste parce qu'il était reculé un petit peu plus. Fixation Top Taser Isofix pour les sièges bébés ici à l'arrière. Tout le monde a sa petite poignée et on a des LED ici. Alors, ça ne s'allume pas parce que là, c'est pas démarré. La troisième ceinture se trouve directement sur la banquette, ça c'est une bonne chose. Et lorsque je rabats la banquette, c'est un plancher quasiment plat. On a quelques centimètres d'écart et un poil incliné, comme quasiment toutes les voitures. Bon allez, allons voir l'avant. Alors, en allant à l'avant de cette voiture, poignée frigo, on a le petit bouton ici, si on a le keyless. On découvre cette portière ici où, par contre, là c'est moussé comparé à l'arrière. On a du tissu ici. Si on a une version GT, on peut avoir l'éclairage d'ambiance. Version moussée également là. Et ensuite des plastiques durs sur toute la partie basse. Et cette partie, là on a une sorte de simili avec les commandes de fenêtre, les rétros et le verrouillage du véhicule. Un petit endroit, là j'ai toutes les options à l'affiche, j'ai pu mettre une petite bouteille. À l'avant on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre ici. Pédalier avec 2 pédales puisque bien évidemment c'est automatique. On a juste la pédale d'arrêt et d'accélérateur, de frein, pas d'arrêt. Ici le gros repose-pied, ça on peut rajouter des tapis en plus. Siège manuel sur cette version. On peut le voir, les sièges sont plutôt jolis, pareil avec les surpiqûres avec ce bleu et la sellerie mixte tissu et simili-cuir. À l'intérieur ici, on retrouve juste la hauteur des phares et programmer la climatisation. Allez, je vais m'asseoir. À l'intérieur, je vais me mettre au max en arrière. Waouh! Je touche même plus les pédales. Donc on peut être vraiment très grand pour conduire cette voiture. Je vais essayer de ne pas voir les reflets du soleil. Non, je vais tourner le véhicule pour pas que vous ayez les reflets du soleil. Bon, je vous montre comme ça en même temps. Je démarre la voiture, pied sur le frein. Ici, comme ça. Drive vers moi. Je tourne. Et hop, on va se mettre à l'ombre. Juste ici. Parking. Ignoré. Alors, petit volant chez Peugeot, toujours avec cet affichage où on regarde au-dessus du volant ce compteur. Alors ça, il faut s'y faire, il faut trouver sa position, il faut juste savoir que chez Peugeot, on conduit avec le volant très bas, proche des cuisses. Au niveau du volant, on a de ce côté-là les médias, le volume, décroche au téléphone, commande vocale, changer de radio. De ce côté-là, c'est pour les aides à la conduite, valider la lecture des panneaux, plus vite, moins vite, le régulateur adaptatif et le limiteur, et là, l'activer, le désactiver. Très simple, le klaxon en plein milieu. Le volant se règle bien sûr en profondeur et en hauteur. Derrière, on retrouve les essuie-glaces sur la partie droite. De ce côté-là, les feux et les phares. Appel de phare, on voit même là, en pleine journée, les pleins phares, ça réveille. Et les clignotants. Le tableau de bord ressemble à ça. On peut avoir plusieurs affichages. Alors, hop, je vous mets comme ça pour vous montrer les différents affichages. Celui-ci avec les aides à la conduite. Celui-ci avec des compteurs un petit peu plus grands.
Pas de contour bien sûr, à chaque fois c'est des réserves de puissance. De cette façon, avec le GPS. De cette façon, avec la voiture. Ce que j'aime bien, c'est avec la coupe franche, ça me rappelle les GTI. Et les consommations. Donc là, vous pouvez voir que sur 147 km, j'ai une consommation avec 15 kWh au 100 pile poil, pas mal, avec une moyenne à 55 km/h. Et on revient ensuite de cette façon. Voilà, ça c'est à vous de choisir. Ensuite, lorsqu'on est comme ça et qu'on appuie sur le bouton ici, ça pourra m'afficher les consommations qui apparaissent sur la droite. On retrouve cette partie-là qui est apparue sur la 308 d'ailleurs, avec cet écran et les toggles juste en bas. Donc on peut voir les médias, la climatisation avec des belles animations. Alors ça fait franchement quelque chose de sympathique. Alors c'est pas le plus rapide puisqu'il y a l'animation. Quand on aime bien que ça aille vite, il faut patienter à l'animation. On a le mirror screen, on a l'Android Auto, l'Apple CarPlay, en sans fil également, et la touche Home. Après voilà, la simplicité. Ensuite, on peut personnaliser ces pages ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours la petite animation avec le trait ici. Bon, ça marche pas trop mal. Donc, je savais pas ça qu'on pouvait changer. Et ce que j'aime bien, c'est le petit drapeau de la France avec le Peugeot ici. Ah, j'ai l'heure comme ça ou comme ça. Vous préférez lequel? J'avoue, j'aime bien ça. On a les réglages des sièges ici, sièges chauffants, passagers et conducteurs. Selon lorsqu'on sera par exemple dans climatisation, on peut aller dans siège et volant et c'est ici qu'on active le volant chauffant par exemple. On a les qualités de l'air, etc. On a pas mal d'options. Il me semble que j'avais déjà fait un tour de tout ça lorsque j'en parlais sur une autre. Ensuite, plus bas, on a le volume ici. Donc ça, j'aime bien que ce soit une touche physique. Les raccourcis de la voiture ici. Raccourci climatisation, pareil, en l'ayant là, on l'a là ou là. Raccourci des embuages, recyclage d'air, des embuages arrière et éteindre la climatisation, par exemple, ce qui peut être intéressant si on est à l'arrêt en électrique ou l'allumer. Warning, un peu plus bas, chargeur par induction. Là-bas, il fait tout noir à l'intérieur, juste ici. Le bouton pour démarrer la voiture. Ensuite, la boîte de vitesse se situe ici, donc c'est le sélecteur de vitesse. Parking. J'appuie ici, le P se met en orange. Drive, je tire vers moi, le D se met en vert. Reculer en orange et ça va vers l'arrière. Et comme vous pouvez voir là, on est équipé d'un pack de caméras. Comme ça, 360. C'est plutôt joli, les caméras sont de belle qualité. Le mode B, ici, je peux l'avoir le mode B en mode reculé ou en drive. Le mieux, c'est de l'avoir en drive. Et parking. Ensuite, ici, on a les drive modes. On a 3 modes de conduite, donc qui va me changer en même temps les thèmes de la voiture. Donc regardez, par exemple, là je suis en mode normal. Si je passe en éco, ça reste en bleu. Donc ça ne change pas. Ah si, ça change un peu de couleur. Ça passe en jaune un petit peu fluo comme ça et vert fluo un peu. Donc ça me change les thèmes ici et au tableau de bord. Le mode normal, lui, passe en bleu, que ce soit ici ou là-bas. Et le mode sport, lui, passe une sorte de jaune plus fluo. C'est plus jaune que vert cette fois-ci. Et donc, voilà les seules différences. Il garde toujours la même puissance à chaque fois. Le frein de stationnement ici, l'ancien frein à main qu'on appelait frein à main, qui est maintenant frein du bout du doigt. Un petit rangement pour le téléphone. On retrouve toujours cet endroit chez Peugeot avec un port USB-C à cet endroit-là. Porte-gobelet ici caché par ce petit volet et de quoi connecter son téléphone en Android Auto ou en Apple CarPlay en filaire si on souhaite, et la prise 12 volts avec un grand rangement qui va jusqu'au bout. Cette partie est bien sûr en moussé, cette partie est en moussé, on a haut-parleur là-bas au coin, et ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie en fait là où ça fermé, ça s'ouvre, ça se referme, et sur les aérateurs, donc deux au centre et un autre là-bas à l'extrémité, je trouve ça vraiment très joli. La boîte à gants ici, vraiment spacieuse, on peut mettre le gilet et autres. On pourra mettre des grandes bouteilles d'1,5 litre et les documents juste ici. Voilà, sur la partie haute, on n'a pas de toit ouvrant aujourd'hui, on a juste le SOS, l'appel d'assistance et l'éclairage ici en LED. Le rétroviseur, alors ça, un petit effort, ça aurait été sympa avec un électrochrome. Alors celui-ci est électrochrome, mais avec les gros bornes. Et ça, juste ici, le miroir, et comme vous pouvez voir, par contre, il n'y a pas d'éclairage pour le miroir. Bon, c'est parti, allons voir ce que ça donne sur la route, voir un petit peu les consommations, ce que ça donne, et est-ce que c'est mieux qu'une 308 de base, thermique, diesel, électrique, tout ça, hybride. Non, là cette fois-ci c'est une électrique. Bon, on va voir ça.
Alors, je viens de récupérer cette 308 chargée à 98%. Elle m'indique 420 km d'autonomie. J'ai mis la climatisation. Il fait froid aujourd'hui. J'ai pris la température là. Ça me dit qu'il fait 16. Non, c'est parce qu'elle a été rangée au chaud avant. Parce que tout à l'heure, il faisait vraiment beaucoup plus froid. Je vais demander au téléphone combien il fait. Il fait 12 actuellement. J'ai l'impression qu'on est vraiment reparti en hiver. Donc là, départ en électrique. Bien sûr, ce côté très doux, et on va se tester tout de suite le rayon de braquage. Allez, je braque à fond sur un petit rond-point comme ça. Ça tourne plutôt pas mal. On arrive à en faire le tour plutôt assez facilement. Et on reste dans les lignes. Allez, hop. Toujours calme. Une sorte de dodane comme ça là, je déteste cela. On garde toujours le confort. Un autre dodane ici, là c'est plus traditionnel. On ressent une suspension confort, peut-être un poil plus ferme sur l'arrière, légèrement. On va voir ce que ça donne vraiment sur la route ensuite. Stop. L'avantage des électriques, c'est que lorsqu'on s'arrête, aucun bruit, aucune vibration. Le seul bruit qu'il y a, c'est la climatisation, clairement. Donc 156 chevaux sur cette voiture, une batterie donc là qui m'annonce 420 km, qui reste franchement convenable. Le côté électrique, on a encore un dodane, je vais essayer de le passer à 45, tiens. Ouais, c'est confort, ça amortit bien, ça filtre bien. Chez Peugeot, ils sont quand même plutôt bons là-dessus. Allez, on va passer sur route. Hop. Toujours ce petit volant. Merci Waze. Alors ce petit volant, donc il faut toujours retrouver sa position comme il faut. J'ai toujours un petit peu de mal au début. Là par exemple, je vois qu'il est placé un petit peu haut parce que je voyais pas très bien le compteur. Le petit ça j'aime bien. C'est quand il y a l'abonnement sur les Peugeot ou les Citroën, ça vous prévient des radars. Et je trouve ça quand même plutôt bien parce que de nos jours, on peut perdre assez vite ses points. Donc Waze plus ça, là, on est au top. Merci. Alors, je vais mettre à 50. Donc là, je suis sur une version allure. J'ai quand même le régulateur. On n'a pas toutes les options du pack GT. On n'a pas les feux matriciels, etc. par exemple. À 50 km/h. On a juste les bruits de roulement au final. On entend un petit peu qui résonne un peu dans la caisse, mais comme n'importe quelle voiture, là on change de goudron, ça devient tout de suite beaucoup plus silencieux, un goudron plus propre. Là c'était les anciens. Puis ce côté électrique quoi, toutes les fenêtres sont bien fermées. J'entends un petit peu ce qui se passe dehors, les voitures qui passent, parce que c'est pas du double vitrage, mais ça reste relativement correct. On a une bonne accélération, 156 chevaux, c'est largement suffisant. Comme on a un pack de batterie assez compact et c'est pas un 100 kWh, c'est un 54, ça permet d'avoir un poids contenu et avec pas trop de chevaux d'avoir des réaccélérations franchement correctes. Même pour la ville, on va voir ce que ça donne. Je ne crois pas, je n'avais pas remis à 0 ça. C'était pas ce que je voulais faire, ça change ici. Oups, j'ai changé les compteurs. C'est pas ça que je voulais. Là, itinéraire 2, je vais remettre tout à 0. Ça avait été remis, mais pas vraiment au tout dernier moment. Et comme ça, je vous fais un débrief à la fin de mon petit périple. Là, je vais faire quasiment 62 km avec un mixte entre de la ville, de la nationale, un petit peu d'autoroute, du 110 surtout. Et ça permettra de vous faire un petit débrief sur la fin. Je vais peut-être aller faire un petit peu plus, tiens. Je vais voir. On a un freinage un petit peu régénératif. On peut passer en mode B pour avoir le freinage régénératif un petit peu plus fort. Hop, je double. Attention. Hop. Le mode B, c'est pas une vraie conduite à une pédale, c'est un freinage régénératif un petit peu plus fort, c'est le mode break, qui est bien pratique à la montagne ou autre, ou même en ville. Ça permet de jouer avec une pédale en anticipant bien. Par exemple, là je sais que ça freine devant, je relâche,
jusqu'à une dizaine de km/h, la voiture va vraiment ralentir. Et juste sur la fin, ce sera à moi de poser le pied sur le frein. Donc là, en gros, jusqu'à 10 km/h à peu près. Et ensuite, elle reste avec le moteur qui l'entraîne. Donc ça, c'est pareil. C'est bien et c'est pas bien pour certains, ça dépend. Certains préfèrent quand c'est eux qui accélèrent qu'elle démarre. Là, j'ai juste à relâcher la pédale de frein et la voiture avance un petit peu. Ça, il y a du pour, il y a du contre. Moi, ça me gêne pas. On n'a pas de auto hold. Par contre, si je le mets en assistance, régulateur, je lui dis comme ça, mets-moi le régulateur adaptatif, là la voiture va aller jusqu'à l'arrêt. Et donc là par exemple, alors regardez, là par exemple j'ai mis 30 km/h, je touche plus à mes pieds, la voiture s'adapte à la voiture de devant, elle ralentit, et jusqu'à l'arrêt. Dans les bouchons, ça c'est vraiment très pratique. Ça vous évite d'être stressé tout le temps. Et là, j'ai le auto hold que je ne peux pas activer différemment. Et là, on est dans le confort. On peut se mettre les sièges chauffants, le volant chauffant. Ben, on est plutôt bien. Pas de vibration. Ben, c'est agréable l'électrique. Il n'y a pas à dire pour la ville et pour le quotidien. Si je pouvais me le permettre, je ferais ça. Je roulerais en électrique tous les jours avec une prise à la maison, puisque clairement, ça coûte énormément moins cher ensuite à l'utilisation. Alors c'est beaucoup plus cher à l'achat. Et par contre, une fois qu'on l'utilise, enfin ce confort, il n'y a pas du tout de passage de rapport, il n'y a jamais de rupture de couple ou quoi que ce soit. C'est tout le temps très linéaire. C'est toujours très souple. Si on a besoin, ça accélère confortablement. C'est pas brutal. On a quand même les drive modes qui peuvent changer. En sport, ça donne un répondant à la pédale un petit peu plus direct. Donc ça garde toujours la même puissance, mais c'est juste que ça va être un peu plus réactif au niveau de la pédale d'accélérateur. On a le compteur qui change légèrement, les couleurs qui changent un petit peu partout dans les thèmes. Mais c'est quand même pas mal. Finalement, j'ai décidé de me faire plus de route que prévu. Je vais aller jusqu'à Fontainebleau, il y a plus de 100 km, donc plus le retour vers chez moi ensuite. On va faire ça, on va faire des petites routes sinueuses, etc. Le petit tracé que j'aime bien me faire d'habitude. 0 à 70 par exemple, en mode normal. Je laisse tout le monde derrière et ça y est, je suis à 70 quasiment. 70 ici. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez vu, pas de vibration, rien, ça démarre plutôt bien. C'est agréable. L'avantage, c'est que même en montée, en descente ou quoi que ce soit, la voiture ne fera pas plus de bruit. Elle forcera pas plus. 70, pareil, on n'a toujours pas de bruit de moteur, pas de vibration. Voiture électrique, c'est vrai qu'on a de moins en moins de choses à dire sur la voiture électrique puisqu'il n'y a pas de passage de rapport, c'est forcément toujours souple, ça fait jamais de bruit moteur. Certains des fois font des petits sifflements, mais là aucun. Ce moteur fait moins de bruit que l'ancien. Ils ont retravaillé également ce moteur, ils ont retravaillé ce pack de batterie pour qu'il consomme moins également. Ils en ont vraiment fait quelque chose de bien, d'agréable pour une bonne voiture du quotidien au final. C'est pas des packs de batterie qui font 1000 km, mais en vrai au quotidien on en a rarement besoin. Pour une voiture de tous les jours qu'on va pouvoir recharger tous les soirs à la maison ou au bureau, il n'y a pas grand chose à dire quoi. Ça reste une belle voiture, la 308. Il y a un beau design, c'est confortable, il y a tout ce dont on a besoin de nos jours. Et ça roule bien quoi. Bon alors, là je sors de Poissy, je vais aller me mettre sur la 13, c'est une route à 110 km/h ici, je vais descendre jusqu'à Fontainebleau, à 13, à 6, tout ça. Une petite centaine de kilomètres, j'en ai pour 1h20, je vous prends un petit bout ici pour faire 90-110 et je vous ferai aux alentours de Fontainebleau le 130 km/h, parce qu'il n'y a pas tant de route que ça vers chez nous, on peut rouler à 130. J'aurais pu partir un petit peu par là vers Rouen, on avait les petits bouts à 130, j'y ai pas pensé. Mais comme je voulais me faire les petites routes sinueuses également avec cette voiture électrique, voir ce que ça donne vers chez moi que je connais bien, je me suis dit je vais me faire ce long parcours et en même temps ça me fera une meilleure idée de la consommation électrique. Donc là par exemple je me mets à 90. J'ai le régulateur adaptatif. C'est franchement très agréable, c'est bien insonorisé au niveau des bruits de roulement. On entend juste un petit peu sur l'extérieur. C'est très agréable. On a l'impression d'être à 50 en étant à 90. Juste voilà, on entend pas mal. La
voiture devant ralentit un petit peu, alors je vais réaccélérer pour me mettre vraiment à 90. Bon, c'est vraiment bien. Allez, je vais réaccélérer pour aller me mettre à 110. Ouh, une belle Panigale. Allez, accélération à fond, je suis en mode normal. Quand je vais au kickdown, je sens la différence qui passe au mode sport. Là, je suis à 110 km/h. Je me remets le régulateur à 110. Franchement, entre 90 et 110, il n'y a quasiment aucune différence. À 90, j'avais absolument aucun bruit du vent. À 110, je commence à avoir très légèrement du bruit du vent sur le pare-brise et sur les rétros. Mais ça reste super bien, c'est plutôt aérodynamique. Alors il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais on roule quand même à 110. J'ai mon régulateur adaptatif, il manque plus que le centrage de voie. Ça aurait été parfait, ça on l'a ensuite en finition sur la GT. C'est bien sonorisé, le moteur on l'entend plus du tout comparé aux anciennes générations de moteurs qu'il y avait sur i2008, i208 et autres. Pas mal. La petite heure de route va bien se passer, hein. Je vais rester au régulateur comme ça, donc là c'est 110 pendant pas mal de kilomètres, une vingtaine de kilomètres je pense, et après ce sera quasiment que de l'autoroute. Alors le but c'est pas de faire non plus que du 130 et autres, mais c'est de voir ce que ça va donner réellement niveau consommation et voir combien il me restera dans un petit peu plus de 100 km. Alors me voici sur la A6 après avoir fait 80 km. Il me reste 77%. J'ai une moyenne à 14,7 kWh au 100, ce qui est plutôt correct, hein. C'est là qu'on voit que le moteur a beaucoup évolué et qu'il a une meilleure efficience. Donc là je suis à 110 depuis tout à l'heure. Il y a eu du 90, du 110, un petit peu de 70, mais une bonne partie à 110. Et là, à partir du panneau ça passe à 130, donc il y a la lecture des panneaux. Il me dit est-ce que tu veux passer à 130? Je lui dis ok. Et la voiture va aller se mettre à 130, elle accélère d'elle-même. Je suis toujours en mode normal depuis tout à l'heure. On va tester le mode éco et le mode sport juste un petit peu après. Alors à 130, on a très légèrement du bruit du vent sur le côté au niveau des rétros. Mais ça reste plutôt correct. Un petit peu, mais franchement c'est bien. Les bruits de roulement légèrement, on est quand même à 130 km/h, toujours aucune vibration, toujours aucun bruit moteur, et j'avoue que ça c'est une bonne chose, qu'il n'y a absolument aucun bruit moteur, parce qu'il y en a certains, on entend une sorte de sifflement de bruit électrique, et j'avoue que là, pas du tout, et c'est quelque chose qui me plaît bien, parce que ça rend cette voiture encore plus confort, et encore plus silencieuse. On a vraiment que des bruits de roulement et bruit du vent selon la vitesse, et je trouve ça vraiment pas mal. Donc là je suis à 130, c'est à peu près plat. Ça me dit 21 kWh de moyenne, enfin en instantané, en étant à 130, ce qui reste correct, puisque vous savez que les voitures électriques consomment beaucoup plus lorsqu'on a 130. Là ça va se remettre un petit peu en montée. J'aimerais bien voir à combien ça se met en instantané. Bah, ça change pas trop, 21,4, 21,6. Ça monte un petit peu. Là, ça monte un petit peu plus sur la fin, 23. Et là, ça se remet plutôt à plat. Et ça redescend. Bon, je pense entre 20 et 22. Alors, je vais pas vous faire un très gros bout d'autoroute. C'est pas forcément le plus intéressant, puisque après, c'est une voiture qui peut le faire. Mais c'est pas celle qui va être le plus adaptée pour les très longs trajets sur autoroute. Et surtout, on sait qu'à 130 km/h, ça consomme quand même pas mal plus. Là, je suis sur un léger plat montant. 23, 23,4, 23,5, 23,4, 23,3. Ouais, je pense que ce sera aux alentours des 22 à peu près, à mon avis, sur autoroute, lorsque c'est plat. Peut-être 23, selon si ça monte un petit peu. Après, quand ça redescend, ça consomme également moins. Alors, me voici arrivé sur une petite route de campagne très dégradée ici, où il y a pas mal de patchs et autres, et de trous. La route qui était refaite, mais
bonne route de campagne d'époque, bien on ressent que c'est confort, que la suspension filtre bien. Je vois même le support de GoPro là qui bouge pas mal. Non, c'est vraiment bien. Même là, si je fais exprès de passer dans les anomalies, les gros trous, oula, non, ça c'est trop gros. Je vais péter une jante. Voiture confort quoi. On est habitué avec Peugeot, c'est une voiture confort. C'est une bonne voiture du quotidien, même pour ce genre de petite route. La direction plutôt précise. Dès le début, il se passe un petit quelque chose. Il y a un point neutre tout de même, mais ensuite, ça y va plutôt bien. La voiture s'appuie un petit peu. On ralentit ici. On y arriver très vite. Et on repart. En mode normal, c'est plutôt confortable. On peut passer en mode éco. Alors le mode éco, lui, si vous mettez la clim ou le chauffage, il va brider un petit peu tout ça. Mode éco, performance et confort thermique réduit. C'est-à-dire que l'été, la climatisation, il va la mettre moins fort et le chauffage un petit peu moins fort également. Et en mode éco, donc, la pédale est beaucoup plus souple. Enfin, là, il y a le gros trou ici. Ah non, on sent que c'est un petit peu comme un matelas à mémoire de forme. Vous savez, quand vous mettez dedans, ça... Bon, le mode éco, ça bride également les performances du moteur. Donc, on va plus avoir les 156 chevaux. On va avoir beaucoup moins de couple. Ça va être beaucoup plus progressif au niveau de l'accélération. Le but du mode éco, c'est de vous faire des économies de distance. Et est-ce que ça me change l'affichage de 284? Il me reste, si je mets en mode éco, s'il repasse en mode normal, je sens que c'est tout de suite un peu plus punchy. 270, donc il m'enlève 14 km d'autonomie. Si je passe en mode sport, en mode sport, 256. Donc la voiture sait déjà d'elle-même qu'en fait ça va consommer plus. Et c'est vrai qu'en mode sport, c'est tout de suite plus brutal. On a un vrai coup de pied au cul, on peut dire, sur l'accélération. C'est beaucoup plus direct. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit délai entre le moment où on appuie sur la pédale et au moment où ça commence à pousser fort. En fait, ça va être hyper linéaire. Sur le début, ça va passer tout doucement et d'un coup, vous allez avoir un peu plus de puissance. Là, par exemple, si j'accélère, ça met une petite demi-seconde. Souvent, les voitures électriques, c'est très brutal. En fait, ça fait que là, je peux appuyer à fond jusqu'au fond de la pédale. En fait, ça va pas partir d'un coup. C'est peut-être fait pour au cas où je me trompe et que je vais appuyer un peu trop fort. Mais ça met un petit moment avant de partir. Ça décolle pas tout de suite, Vous connaissez la chaîne, le 0 à 100, je suis en mode sport. Allez, full gaz. Ça part, c'est très linéaire, 55, 60, 70, 80, 90 et 100. On peut le voir, ça y va progressivement, c'est pas waouh. Ça part même en mode sport très doucement, mais ça y va plutôt bien. À peu près 10 secondes environ pour le 0 à 100, ça reste correct. Et on va se faire le 100 à 0. Ça freine plutôt bien. La voiture plonge pas tant que ça. Reste plutôt bien à plat. Un petit peu. Mais ça se fait le petit transfert de masse. Et non, c'est plutôt efficace. Bon, on arrive là sur ma petite route dynamique préférée où ça zigzag. Ça fait un petit peu route montagneuse et on peut rouler un petit peu de façon sportive. On va commencer à se la faire plutôt à la cool, donc juste en y allant à une vitesse un petit peu plus que ce qu'on devrait, voir ce que ça donne. Ensuite on se le fera en sportif, mais la direction est plutôt précise, ça m'emmène bien la voiture là où je veux. C'est plutôt agréable. La suspension reste bien. Là, je fais exprès de passer sur les racines, les petits trous, les vibrations et autres. J'entends un petit peu. Et là, il y a quelqu'un qui était limite à l'arrêt. Et si on se le fait de manière vraiment dynamique, hop, alors là, ça accélère bien. Alors, ouais, les pneus, c'est des pneus un petit peu éco. Donc
donc c'est pas forcément ce qui est la meilleure tenue de route. On a des bonnes réaccélérations. Et en fait, le problème que je trouverais à cette voiture, c'est qu'on sent pas du tout la vitesse. Et le châssis, ça reste un châssis Peugeot, qui ont toujours été assez bons. Il faut arriver un petit peu en appui sur les freins pour garder un bon train avant. Après, ça fait que ça enroule un petit peu de l'arrière, mais franchement, c'est pas déconnant. On y va quand même à un très bon rythme là. Et ouais, ça souvire un poil. On sent que c'est un poil plus lourd que les autres, mais on arrive très vite à rattraper les gens. Et c'est plutôt bien. C'est un bon châssis. Juste, si vous voulez avoir une conduite vraiment dynamique, changez les pneus. Vous mettez du pilote Sport 4 ou 4S et vous aurez une bien meilleure accroche. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose d'assez sympathique de cette voiture. Bon alors, 308, on choisit quelle motorisation, puisqu'on a du choix de l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable, tout ça là. Je pense que l'électrique, c'est bien pour quelqu'un qui veut du calme, qui fait pas mal de villes ou qui habite à la campagne, mais qui n'a pas forcément besoin de traverser la France très souvent, puisqu'au final, la recharge 100 kW, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, et la batterie n'a pas non plus une des plus grosses, donc pour l'autoroute, ce ne sera pas forcément ce qu'il y a de mieux. On a pu voir que la batterie avait tenu un peu moins bien ses promesses que ce qui était prévu, mais ça reste plutôt correct pour une utilisation au quotidien. Moi, par exemple, en Ile-de-France, ce serait l'idéal si j'avais de quoi recharger à domicile. Si vous avez de quoi recharger soit à domicile, soit au travail, ça reste quand même un vrai plus. Et surtout ce confort de l'électrique actuellement qui est agréable, et surtout dans quelques années, on sera un petit peu forcé à passer à l'électrique à cause de nos gouvernements. Donc pour ceux qui peuvent s'y mettre maintenant, let's go. Pour ceux qui travaillent pour une société et que vous avez ça comme voiture de fonction, franchement, moi, ça ne me pose aucun souci si c'est pour aller au travail tous les jours. Si vous avez une autre voiture pour partir en vacances, pourquoi pas. Après, pour les longs trajets, ce n'est pas forcément l'idéal puisqu'il faudra quand même s'arrêter assez souvent dû à cette batterie de 54 kWh. Donc il faudra se dire en gros, lorsqu'on va rouler, puisqu'on ne va pas descendre à 0%, on ne recharge pas forcément à 100% à chaque fois lors des arrêts. On est, on va dire, à 23 de moyenne, ça veut dire que tous les 200 km, il faudrait recharger sur autoroute. Si on utilisait quasiment toute la plage de la batterie, donc il faudra s'arrêter quasiment tous les 150 km, c'est pas encore forcément l'idéal, sauf si on va pas trop loin, si on fait un Paris-Orléans, pourquoi pas. Après, il faut savoir, c'est que rouler à 110 km/h, ça économise quand même beaucoup plus la batterie, et si vous passez par les petites routes, là, on fera encore beaucoup plus d'économies. Mais sinon, pour le quotidien, je trouve ça top, elle est hyper efficiente, 15 kWh aux 100 km de moyenne, je trouvais ça plutôt bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un modèle qui vous intéresserait? Le fait que ce soit une 308, ça reste quand même une bonne voiture, elle a un beau style. La couleur, j'aurais peut-être pas choisi blanc, hein. Le beau vert, là, le vert olive qu'ils ont, il est juste magnifique. Ou même avec un rouge. C'est une bonne voiture, franchement c'est confortable au quotidien, c'est un bon châssis. Niveau dynamisme, c'est plutôt correct. Et niveau consommation, ils ont quand même fait de sacrés efforts comparé aux anciennes. Bon, si cette vidéo vous a plu, les petits pouces bleus comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous intéresse. Bon, la prochaine, c'est une autre Peugeot 2008 Essence, simple.